Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, nous sommes mardi 27 septembre 2022, nous sommes présentement à Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous traitons sur les sujets de l'air, c'est notamment à Bunagana où la situation est toujours tendue. Le M23 contrôle toujours la cité de Bunagana. Nous recevons M. Arsène Caputo, il est politologue et enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Monsieur Arsène, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs de Léon Joléo News. Oui, avant d'entamer le sujet, notre sujet d'aujourd'hui, bref, quelles sont les dernières informations que vous avez? Les dernières informations qui ont attiré mon attention, c'est le speech du président de la République à la tribune des Nations Unies, lorsqu'il a dit cette fois-ci tout haut ce que la population congolaise dit tout bas, et aussi ce sont les différentes manifestations qui sont organisées par-ci, par-là, les journées de ville morte organisées par la société civile du Nord Kivu, mais aussi les mouvements citoyens à Goma et dans d'autres régions ou entités de la République démocratique du Congo, dans le cadre de demander la levée de l'état du siège, la reprise de Bunagana et aussi la fin des massacres en ville, territoire de Beni, Irumu et Mambasa. Oui, Monsieur Arsène Caputo, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes politologue et enseignant à l'université officielle de Rwenzori, à ville de Butembo. Plus de 3 mois d'occupation du terroriste du M23, vous le savez bien, qu'ils sont toujours dans la cité de Bunagana. Et d'ailleurs, d'autres sources, d'autres informations nous disent que ces terroristes du M23 refusent de gens, les frères congolais, et dans l'endroit là où ils occupent, donc dans les territoires de Rutshuru. Plus de 3 mois, M. Arsène Caputo, de l'occupation du terroriste du M23 à Bunagana, quelle est votre analyse après 3 mois d'occupation sous silence radio du gouvernement congolais? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. J'estime que la reprise des hostilités par les M23 n'avait pas surpris la plupart des Congolais qui étaient formés, parce que cette question 2012-2013 a été traitée avec complaisance. Je vais m'expliquer. Lorsque les M23 étaient démis militairement en 2013, normalement, il ne revenait pas à l'RDC de se soumettre aux caprices des M23 pendant les négociations de Kampala et sortir la déclaration de Nairobi. Parce qu'il est simple, dans la théorie des relations internationales, même en géostratégie, il a toujours été dit que c'est celui qui est vaincu qui doit demander la négociation. Comme toutes les guerres du monde finissent toujours autour d'une table, c'est-à-dire pas négociation. Mais c'est celui qui est vaincu qui doit se soumettre aux caprices de celui qui a vaincu. Mais notre gouvernement s'était présenté face au 23 2013 comme si c'est notre gouvernement qui avait perdu. Alors que Mamadou Ndala, le général Baouma, le colonel Mamadou Ndala, paix à son âme, le général Baouma, paix aussi à son âme, il venait de défaire le M23 militairement. Et donc, il ne fallait pas que le gouvernement congolais soit le premier à demander la main ou à négocier avec le M23. Il fallait plutôt que ce soit le M23 qui demande la négociation. Et dans ces conditions-là, le M23 allait se soumettre aux caprices ou aux conditions définies par le gouvernement congolais. Malheureusement, on ne sait pas quel avait été l'agenda du régime en place vis-à-vis de ce mouvement du 23 mars jusqu'à ce qu'il soit dorloté. Le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est arrivé au pouvoir. Il a oublié que Kabila est sorti à la présidence de la République en laissant les dangers qui étaient à l'est de la RDC parce qu'ils étaient toujours gardés en Ouganda et d'autres étaient restés au Rwanda. Et lui a pensé que ce sont ces voyages, ces sorties entre guillemets diplomatiques qui résoudraient mieux le problème de la RDC, alors qu'il y avait des problèmes qui étaient loin, qui étaient passés par rapport à sa gouvernance, auxquels il devrait toujours trouver solution parce qu'il y a un principe simple des droits administratifs qui statue sur la continuité du service public. À d'autres termes, le président de la République actuelle devrait toujours trouver solution finale en CM23 qui continue à rester à Kampala. Parce que rester à Kampala alors qu'il ne serait pas, c'est au conditionnel qu'il ne serait pas des citoyens ougandais,
signifierait que ces gens-là allaient revenir chez nous d'une manière ou d'une autre, s'ils étaient congolais, ou les continuer à les garder là-bas, ils continueraient à se préparer dans les cas où ils étaient gardés pour prévoir de nouveaux plans afin d'attaquer la RDC et présenter de nouvelles demandes ou de nouvelles revendications vis-à-vis de la RDC, parce qu'on aurait refusé l'amnistie à certains citoyens ou à certains citoyens qui étaient membres du M23 à l'époque. Actuellement, la prise du M23 de Bunagana pendant plus ou moins 3 mois, ça ne surprend pas tellement parce que ce n'est pas la première fois que le groupe rebelle occupe une partie du territoire congolais pendant plus longtemps. Lorsqu'on commence à partir de 1960, enfin, le 11 juin 1960 avec la sécession katangaise, Tchombe a occupé les Katanga pendant plus ou moins 2 ans et demi. Il a fallu qu'il y ait l'intervention de l'ONU et des autres forces étrangères pour défaire la sécession katangaise et les autres sécessions qui sont intervenues. Et lorsque la guerre de l'AFDL a commencé, l'AFDL a eu la chance d'arriver jusqu'à la présidence de la République, c'est-à-dire jusqu'au pouvoir. Mais l'RCD, lorsqu'il a conquis une partie de la République démocratique du Congo, c'était pendant plus longtemps. Il a fallu encore qu'il y ait les dialogues intercongolais de Sun City pour mettre fin à la présence du RCD à l'est de la République démocratique du Congo. Cela n'a pas suffi. Les mêmes personnes qui ont soutenu l'AFDL, quand l'AFDL ne les a pas remerciés vis-à-vis de ce qu'ils présentaient comme objectif, l'RCD a commencé, l'RCD, une partie a été récupérée dans le gouvernement, mais les autres qui ne se sont pas retrouvés dans les institutions congolaises sont revenus, ils ont créé les CNDP, toujours à l'est de la RDC. Les mêmes CNDP, les gens qui ne se sont pas retrouvés encore au pouvoir, ont créé l'M23 à 2012. Ce qui signifie que l'M23 aujourd'hui, c'est l'ancienne fabrication de l'AFDL, c'est l'AFDL qui a changé à RCD, RCD à CNDP, CNDP à M23. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes militaires qui ont servi dans l'AFDL, qui ne se sont pas retrouvés dans les élections politiques congolaises, sont revenus d'une manière ou d'une autre. À d'autres termes, les Rwandais continuent toujours à déstabiliser l'Est et la République démocratique du Congo pour piller facilement les ressources congolaises. Heureusement que le président de la République l'a reconnu, l'a dit à la tribune des Nations Unies devant la face du monde que c'est les Rwandais qui agresse la RDC à travers l'M23. Et moi-même, personnellement, je l'avais démontré dans ma petite réflexion pendant les journées scientifiques organisées à l'université officielle de Rwenzori, tout à prouver que c'est les Rwandais qui situent les M23. Comme le Rwanda ne peut pas venir officiellement, parce que si elle venait officiellement, ça serait déclarer une guerre contre nous. Alors, elle passe par les rébellions pour piller les ressources congolaises et occuper momentanément une partie du territoire congolais. Donc, le président de la République l'a dit, parce que sa réponse était une réplique à cette déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui avait dit que l'M23 était lourdement armé, que l'ONU est incapable d'attaquer l'M23. Ça exprime tout simplement l'hypocrisie de la communauté internationale. À d'autres termes, cette position du secrétaire général des Nations Unies revient sur la phrase de Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance congolaise, qui avait dit que la solution au problème des Congolais ne viendra ni de Bruxelles, Paris, moins encore de New York. Lorsqu'il parlait de Bruxelles, il voyait la Belgique qui venait de nous coloniser, mais aussi aujourd'hui, plutôt Bruxelles, c'est le siège de l'Union européenne. Lorsqu'il voyait Paris, Paris c'est le siège enfin, de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie. Lorsqu'il voyait New York, New York c'est le siège des Nations Unies, de l'ONU. Donc lui-même, Lumumba, en 1960, avait reconnu que la solution au problème des Congolais ne viendra pas de l'ONU ni d'autres pays, que ce soit, mais plutôt viendra de la République démocratique du Congo, des Congolais pour les Congolais. Cela signifie tout simplement que le président de la République, comme garant du bon fonctionnement des institutions de la République, mais aussi commandant suprême des forces armées, a l'obligation de mettre fin à cette sécurité. Parce que la première piste, l'M23 a des collaborateurs dont les FARDC, ces infiltrés-là qui sont entrés dans notre armée à travers le brassage de 2005 et le mixage de 2009, il les connaît parce qu'ils ont été identifiés par l'ANER. Kalev Mouton avait écrit une correspondance, elle a circulé sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, dans laquelle les noms de tous les militaires à qui on avait refusé l'amnistie et qui seraient complices dans les sécurités de la RDC, il les avait écrits. Il avait adressé cette lettre à l'ONU et le président de la République dispose de toutes ces informations. Il suffit de sa signature, une simple ordonnance pour les démettre de leurs fonctions et les mettre à la disposition de la justice, parce que c'est lui qui peut relever de leurs fonctions les officiers supérieurs au sein de notre armée qui n'ont pas failli, qui n'ont pas répondu valablement à leur mission. Et donc, si aujourd'hui
comme lui-même l'a reconnu, que c'est les Rwandais qui agressent la RDC à travers l'M23, s'il veut engager la guerre contre l'M23, cela signifie que ce sera la guerre entre les FARDC et la RDF. Les FARDC, donc la RDC, contre le Rwanda. Tous les mécanismes là de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, la CRGL, tous les mécanismes là, l'intervention de la force régionale de l'East Africa Community, l'arrivée ou la présence de l'UPDF à l'est de la RDC, ce ne sont pas des pistes de solution à cette sécurité. Il n'y a que les FARDC qui peuvent les mettre. Oui. Avec vous, la population commence déjà à se soulever contre les temps de siège pour que se soulève aussi également contre les FARDC pour que notre armée récupère le territoire de Bunagana. Mais qu'est-ce que cela signifie quand la population commence déjà à se soulever sous l'état de siège alors qu'ils ne sont pas vraiment autorisés à faire des marches, à faire de n'importe quoi pendant l'état de siège? Vous savez, quand le peuple se soulève, cela signifie que le peuple est fatigué avec l'état de siège qui n'a pas donné ses résultats. L'état de siège avait pour mission de ramener la paix au Nord Kivu et à Ituri. Nous avons vu les militaires qui ont récupéré les postes, enfin les postes qui revenaient aux civils. On nous a amené gouverneurs militaires, on nous a amené des maires des villes, des policiers, des rangs des colonels. Mais j'ai toujours estimé que le président de la République avait pris l'option de l'état de siège sans s'y préparer à conséquence. Je vais m'expliquer. Nous sommes à ville de Butembo aujourd'hui. La ville, pendant l'état de siège, comme pendant une période ordinaire, il faut qu'il y ait un maire de ville et un maire adjoint. Mais à ville de Butembo, nous avons qu'un seul maire. Il n'y a pas d'adjoint. L'adjoint assume l'intérim, père à l'âme de ce maire-là qui serait titulaire, qui était décédé. Mais si le président de la République avait mis sa confiance dans l'état de siège, il allait plutôt nommer un militaire comme maire de ville et les policiers comme adjoint. Ce qui fait qu'à ville de Butembo, par exemple, même l'ADF serait parvenu à saboter la prison centrale de Butembo, alors que nous étions tous sous état de siège. À d'autres termes, l'état de siège a échoué. Et les députés là, qui ne veulent pas mettre fin à cet état de siège, c'est comme s'ils ne comprennent pas que nous souffrons ici. Le peuple congolais a confiance aux FARDC. Le peuple congolais a confiance aux dirigeants civils. Si on laisse à la population civile de s'exprimer, de manifester, parce que c'est cette population civile-là qui dispose de certaines informations qu'elle donne ou qu'elle peut donner à l'armée, il faut écouter la voix du peuple, parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et donc, l'ordonnance portant état de siège avait interdit les manifestations publiques. Mais le peuple sont en train de manifester pour signifier que l'état de siège n'a plus sa raison d'être. Les députés nationaux ne doivent plus renouveler l'état de siège et le président de la République doit écouter la voix du peuple. Plutôt faire en sorte que les opérations soient plutôt lancées contre l'M23 sur terrain, en laissant même les militaires, les civils continuer à s'occuper des affaires courantes de l'administration et les militaires s'occuper des opérations. D'ailleurs, c'est lui-même là prouvé d'une manière ou d'une autre que les militaires qui sont là-bas sont beaucoup plus administratifs qu'opérationnels. Parce que l'actuel gouverneur du Nord Kivu, on lui a déjà démis des opérations, de la mission des opérations. Et pourtant, c'est militaire. Si le lieutenant général n'a plus la compétence d'intervenir militairement, donc il faut les remplacer. Mettez là un civil. Et que, comme il a toujours nommé les commandants des opérations, Sokola 1 ou Sokola 2, qu'il les fasse pour que ces militaires s'en occupent. À d'autres termes, la population civile est prête à accompagner l'armée congolaise contre l'M23. Parce qu'aucune armée du monde ne peut gagner la guerre si elle n'est pas accompagnée par le peuple. Le peuple s'est exprimé, les institutions de la République doivent écouter la voix du peuple pour y apporter solution. Oui, avec vous, merci Monsieur Arsène Kaputu. Je rappelle aux internautes que vous êtes politologue vivant à Butembo. Vous le savez bien, comme vous suivez de près et de loin la situation de la RDC. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président congolais, a fait un discours au tribunal des Nations Unies. Pensez-vous que vraiment ce discours où il a dénoncé que le Rwanda est en train de
combattre contre la RDC où le Rwanda est en train de prendre des minerais à partir de la guerre du M23. Pensez-vous que vraiment le discours du chef de l'État aux États-Unis va changer le système pour que la paix revienne au pays? Ce discours-là, c'est un premier pas. Il a été courageux à prononcer ce discours-là. Comment? Je n'avais jamais attendu Kabila pointer directement le Rwanda, qu'il nous agressait même en 2012 quand le M23 était soutenu toujours par le Rwanda. Lorsqu'il l'a pointé, cela signifie qu'il connaît qu'il menace la paisible population congolaise. Et quand lui le déclare, il dit, il dit tout haut ce que la population disait tout bas. Et dire ça signifie aussi que toutes ces puissances-là occidentales qui soutiennent les Rwandais ou qui passent par les Rwandais pour piller nos ressources, doivent, s'ils se considèrent comme des États civilisés, doivent arrêter de soutenir le Rwanda pour piller la RDC. Et aussi, c'est une façon de dire à Kagame que demain ou après-demain, il ne faudrait pas qu'il soit étonné si on renvoyait son ambassadeur chez lui. Parce que si le président de la République vraiment veut passer à l'action, le premier acte qu'il pourra poser, il pourra renvoyer l'ambassadeur rwandais qui est à RDC au Rwanda pour signifier qu'il y a rupture des relations diplomatiques. Et là, il faut passer donc à la vitesse supérieure. Et si on va opter pour la voie militaire, parce que toutes les guerres du monde finissent toujours autour d'une table, il faudra que le président de la République se rassure qu'il n'y a plus de l'étoffe au sein de notre armée. C'est-à-dire, il doit nettoyer la chaîne de commandement des FARDC pour que tous ces militaires-là infiltrés qui sont RDC et qu'il connaît ne soient pas dans cette partie et n'interviennent pas sous les fronts. La deuxième chose ou la troisième chose qu'il devra faire, il devra plutôt aussi faire en sorte que les militaires soient payés comme il faut. Quand ils seront bien motivés, ils seront prêts à affronter ce M23. La troisième raison, il veut aussi dévoiler l'hypocrisie de la communauté internationale. En d'autres termes, il veut revenir sur cette réflexion de Patrice Emery Lumumba qui avait dit que la solution au problème des Congolais ne viendra pas des Nations Unies, ni de l'Union européenne, moins encore de la conférence internationale pour la région de Grand Lac. Mais la solution au problème des Congolais viendra des Congolais eux-mêmes. Parce qu'il n'y a que nos FARDC qui sont prêts à mourir pour nos terres congolaises. Les autres sont contents que les rébellions continuent à naître à RDC pour continuer à piller les ressources congolaises. Le président de la République l'a dit devant la face du monde. Et j'ai aimé, pour signifier que son message a quand même touché certains esprits, c'est que le président polonais l'a soutenu. Il a prouvé à quoi est-ce que la communauté internationale est hypocrite. Quand la Russie est en train de marcher sur l'Ukraine, la communauté internationale a crié à l'ingérence de la Russie dans les affaires internes de l'Ukraine. Mais quand le Rwanda est en train de saboter la souveraineté congolaise, la communauté internationale s'éteint. C'est une façon de vouloir signifier qu'il y a certains États qui partagent la cause de la RDC. Mais pour que cette cause soit bien défendue, la RDC doit être à la première ligne et compter sur ses propres forces. Et dans ces cas-là, il faudra que tous les politiciens congolais, majorité ou opposition, qu'ils parlent le même langage. C'est-à-dire, s'il faut passer à la vitesse supérieure en ouvrant le feu sur les M23, si c'est cette option qui sera délibérée, que tous, politiciens, population civile, nous puissions accompagner. Parce que nous, population civile, nous sommes prêts à accompagner les FARDC. Que des débats ridicules, déjà contradictions, ne soient pas cachés sur cette... Parce que c'est une question nationale. Comme Bunagana est sous le contrôle du M23, l'M23 qui est contrôlé par les Rwandais, alors c'est les Rwandais qui est à Bunagana. Alors, je ne vois pas un seul député qui se sentirait content
même s'il peut être en train de consommer ses 21 000 dollars, qui se sentirait content à consommer les 21 000 dollars, alors qu'une partie du territoire congolais est sous contrôle étranger. Et à Bunagana, Bunagana fait entrer beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. À d'autres termes, même ces députés-là ne doivent pas s'étonner que demain après demain, ils trouvent que même les invisibles commencent à ne plus apparaître. Parce que ce sont les ressources qui échappent à l'État congolais. Et la deuxième option qui existe et qui nous permettra de renforcer notre armée, c'est le service militaire obligatoire. C'est l'article 63 de notre Constitution. Nos députés doivent commencer à y réfléchir. Certains jeunes sont prêts à servir dans l'armée et puis après les services peuvent rentrer dans la vie civile. Une fois toute la population de l'Est est formée militairement, en attendant que les FARDC interviennent, la population peut être en train de se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Ou s'il arrivait que l'on déclare la guerre en 23 et qu'on sait qu'on va combattre les Rwandais, s'il y a des insuffisances des effectifs et qu'on aurait déjà formé certains civils, on les réquisitionnerait, ils prendraient les armes pour combattre aux côtés du FARDC et mettre fin à cette sécurité. Il y a plusieurs géostratèges qui ont déjà dit que la guerre consiste à déplacer les frontières d'un État vers un autre. Lorsque l'M23 nous fait la guerre à travers les Rwandais, c'est les Rwandais qui déplacent ses frontières jusqu'à Bunagana. Juridiquement, Bunagana reste sous le territoire congolais, mais pratiquement, Bunagana appartient déjà au Rwanda. Ne pas le dire clairement, ce ne serait pas être politologue. Je sais que la plupart des téléspectateurs qui ne comprennent pas les théories des relations internationales et des sciences politiques diront que j'ai mal dit. Mais je dis la réalité telle qu'elle est. Et je le dis comme ça pour que chaque Congolais conscient se sente choqué et qu'il trouve la solution à ses problèmes. Ok, merci beaucoup, M. Arsène Kapoutou. Nous sommes vers la fin de notre entretien. Avez-vous un message en particulier adressé au peuple congolais vivant en RDC, même à ceux qui sont en dehors du pays? Je sais que le président de la République, ou je rappelle au président de la République, que pendant la campagne 2018, lorsqu'il était arrivé à Beni, il nous avait promis qu'une fois il passait président de la République, il viendrait installer son quartier général à Beni. Lorsqu'il est passé président de la République, et jour où il est arrivé à Goma, il a dit qu'il deviendra Goma-Tracé, c'est-à-dire qu'il viendra s'installer à Goma pour voir de près la situation à l'est de la RDC. Mais il n'est pas revenu. Alors que c'est un président de la République, nous avons confiance en lui. Lui, comme commandant suprême des forces armées, nous savons quand il se déplace, comment les snipers que nous voyons à la télévision, dans des films, sont avec nous dans sa délégation. Si, monsieur le président de la République, s'il a peur de Beni, ou s'il n'aime pas Beni, s'il s'est installé à Goma, tous les quartiers généraux, à d'autres termes, tous les cas Kokolo ou tout l'état-major général de FARDC ira là où il sera. Et si tout l'état-major général de FARDC venait à Goma, avec tous les snipers de la garde républicaine arrivés jusqu'à Goma, je ne vois pas SLM23 qui continuera à faire une tête dire à Bunagana. Parce que s'il venait s'installer à Goma, ne fût-ce que pendant 3 mois, on ne fera même pas 2 mois sans mettre fin à cette sécurité. Parce que ces snipers-là, c'est parmi les unités spécialisées de combattre n'importe quelle rébellion. Il y a des unités commandos spécialisées qui peuvent venir de l'Ouest pour les amener ici. Et la population a toujours dit il faut relever toutes les troupes qui sont ici à l'Est, qui sont devenues incapables, il faut les ramener à l'Ouest. Peut-être nous amener les nouvelles troupes pour qu'elles viennent combattre contre toutes les rébellions qui nous menacent. Donc le président de la République, c'est lui qui a la solution à ces problèmes. Et il a prêté serment qu'il faudrait qu'il assure la paix et la stabilité à tous les citoyens congolais. Si la sécurité persiste, comme c'est lui le commandant suprême des forces armées, donc c'est lui qui a échoué. Mais si des mois après demain, on se réveille en disant que l'M23 n'est plus à Goma, c'est lui qui aura vaincu parce que c'est lui le commandant suprême des forces armées. On a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Mais que les gens ne m'interprètent pas très mal, j'ai dit. Ok, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Monsieur Arsène Kapoutou, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, messieurs les journalistes, d'avoir passé à moi. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Le plus important, c'est que nous puissions accompagner notre armée. Et tous les amis du monde qui partagent la cause de la RDC doivent nous appuyer d'une manière ou d'une autre en les donnant ça. Ou à
à décrire toutes les sécurités qui se passent à l'est de la RDC parce qu'il y a des êtres humains comme vous qui peuvent être tués à la hache, à la machette. Alors que ce sont des êtres humains qui sont nés libres et égaux, à droit et à dignité, qui doivent être protégés, non seulement par la RDC, mais par le monde dans son entièreté au nom de l'humanité. Merci, je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation de cette émission. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Au revoir.